Tiers livre, jeudi livre, ça veut dire quoi? Que chaque jeudi, on parle d'un livre. Ah, tu vas me dire, il y a pas mal de jeudis là où t'as pas parlé de livre. Bah ouais, c'était les vacances, et puis il faut le faire quand on est emporté par un livre. Là, celui-ci, il m'est tombé dans les mains avant-hier. Bon, je dirais même c'est assez bizarre. C'est la réaction que tu as, c'est dire toujours, mais pourquoi c'est pas toi qui as écrit ça? Pourquoi tu t'es pas embarqué là? Pourquoi ces trucs-là tu les as pas vus alors que lui il les a vus? Et ça te hérisse presque du dedans. Alors Paco Mtielman, bon, c'est pas d'aujourd'hui que je le lis, c'est son 22e livre, un des précédents là que j'ai lu à fond et j'en avais parlé sur la chaîne ici. Je t'ai donné de la crasse et tu en as fait de l'or, avec toujours cette façon de Pacôme de partir dans les choses les plus ésotériques, les épaisseurs d'histoire les plus documentées, de suivre la littérature en la tenant avec des griffes, là presque à bras-le-corps, et de relier ça à des choses totalement autobiographique, comme le décès de son père. Alors, ces 2 ans, j'ai eu un peu de ressentiment envers Paco Mtielman, parce que lui qui a tant donné sur Facebook, c'est-à-dire, on entrait sur Facebook, comme avec André Markovitch, dans un univers qui a rien à voir, et il y avait ces grandes discussions, ces grands entraînements. Si on voulait prolonger plus loin, on allait sur son site, et puis à un moment donné, il est parti des réseaux. Bon, c'est son droit, il s'en est justifié, il y a des billets là-dessus sur son site, sur son blog. Bon, la différence entre Pacôme et quelqu'un comme moi, c'est qu'il a toujours eu accès à des médias comme France Culture, l'émission Mauvais Genre. Actuellement, il continue de faire des chroniques dans d'autres sites. Donc, c'est pas une question d'accès à la publication, mais nous, là, dans cette intimité de Facebook, il avait une manière de vous emporter dans des labyrinthes au jour le jour. Bon, il faut... Alors peut-être que ce livre, précisément, c'est ce qui va me réconcilier. Peut-être aussi que, précisément pour l'intensité de ce qu'on a chacun, tous, traversé dans la pandémie, il lui fallait cet écart. Et d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que page 9, c'est toujours page 9, la première page d'un livre. Il y a une photo. Alors, les photos dans ce livre sont atroces. Elles sont toutes pixelisées. C'est des photos pour la plupart faites par Pacôme. Là, je comparais avec Au Seuil aussi des photos du dernier livre, L'Imagement de Jean-Christophe Bailly, qui ont été traitées de bien meilleure façon. Je pense aussi que la plupart de ces photos, bon, peut-être qu'il a fait ça avec un téléphone. Il aurait suffi de repartir d'une après-midi pour aller les refaire de bonne qualité. Bon, c'est un peu secondaire. Par contre, à la page 9, on a un selfie, un autoportrait, et Pacôme, avec son chapeau, bah, celui, on le reconnaît, hein, enlève le masque. Donc il y a une espèce de symbolique, là encore, et puis d'ancrage temporel. D'ailleurs, souvent même dans les dialogues, c'est ça. Elle enlève son masque et me dit que... Ou il enlève son masque et s'allume une cigarette. Ça fait partie. Alors, comment on peut parler d'un livre qui regarde au fond de Paris a le vertige? C'est Paco Mtielman? Non, c'est Victor Hugo. Simplement, c'est une phrase qui met là en épigraphe. Hallucinant dans ce bouquin et qui m'a embarqué là, mais bon, tout de suite, hein, ça vient de sortir là, au mois de septembre, donc au Seuil. On arrive là, vers Port-Royal, dans ces coins, là, tout près de la gare Montparnasse, de la Fondation Cartier, où c'est plein de couvents, beaucoup de squats d'artistes aussi. Moi, c'est plutôt comme ça que je connais ce quartier, avec près de la station Port-Royal, une entrée d'immeuble, et dans cette entrée d'immeuble, une fresque. Alors, les fresques, pareil, vous en avez les détails photographiés par lui-même si vous arrivez à passer à travers la pixelisation. J'ai regardé aussi, il y a quelque chose là qui m'a énormément fait penser à Vertige de Sebald. Vous savez, Sebald,
dans Vertige, s'embarque, lui qui vit en Angleterre, revient dans le pays de sa langue natale, Allemagne, Autriche, va voir Ernst Herbeck, rend visite, le sort de son asile, il passera aussi dans des lieux qui avaient traversé, là, le Gotthard traversé par Stendhal, il rejoint Brescia, vous savez, Kafka était venu voir, oh, cette merveille, les avions, il écrit les aéroplanes de Brescia, et Sebald a été un des premiers comme ça à travailler, non pas la photo comme illustration, mais le geste de photo fait par l'auteur comme la preuve de l'étonnement, la preuve de la disjonction avec le réel qui fait que tu vas écrire. Et alors, est-ce que là, on a quelque chose qui se met derrière Sebald? Non, c'est comme Sebald, en gros, tu l'aurais mis dans une poêle à frire, il s'agiterait dans tous les sens, il foncerait dans toutes les nuits. On est très très loin de la presque sagesse de Sebald, mais le fonctionnement est un peu de la même façon. Donc je dis, on rentre dans une entrée d'immeuble, il y a une fresque, on va aller frapper chez des gens dont parce qu'on a retrouvé, il y a une enquête. L'enquête, c'est lui qui l'a fait, c'est-à-dire aller retrouver qui a fait la fresque, à quelle époque, et puis de là, tu vas commencer à dérouler le film, tu vas retomber sur l'histoire d'un film, tu vas retomber sur l'histoire d'une jeune femme vietnamienne là, qui était une des co-autrices de la fresque et qui va venir avec lui expliquer et puis avoir la révélation que juste là sous cet immeuble il y avait un lieu maintenant fermé qui est la première chapelle existante dans Paris et que on y accédait par les caves mais maintenant c'est condamné. Par contre à côté eh bien là par les caves tu peux rejoindre aussi cette chapelle et une fois lui on l'y a emmené, il sait très bien mais c'était par une boutique et cette boutique là quand on descendait cette boutique c'était une boutique d'édition de livres ces choses un petit peu bizarres disons ésotériques qui sont le pays intérieur aussi de Paco Mtielman quand on lit cette œuvre massive là, qu'il appelle les 100 rois, massive par le corpus, hein, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec l'histoire dans laquelle il nous emmène, les histoires et la langue, mais tout d'un coup, son histoire personnelle, ce lieu dans lequel on ne peut pas entrer, cette fresque, et puis les symboliques de mort et d'ésotérisme qui sont déployés dessus, et puis ça y est, on est entré dans un Paris où on s'aperçoit que dans ces coins qui semblent les plus familiers, les plus ordinaires, on connaissait rien du tout. Et chaque chapitre va être un parcours centré sur une géographie. Peut-être pas le dernier. Y a-t-il de la vie sur Mars? Point d'interrogation. C'est bien de lui. Mais quand il dit « Bienvenue en Louverie », bien, tout d'un coup, on se retrouve à explorer le Louvre, les reconstructions et les transformations du Louvre, l'ésotérique des souterrains du Louvre, le rapport à l'Égypte et puis à l'histoire napoléonienne du Louvre, et puis le rapport au Palais Royal juste à côté, et puis au petit passage, et puis ce passage qui s'appelle passage de la vérité, et puis tout d'un coup, qui est le passant? Eh bien, c'est Isidore Ducasse. Et tu vas vivre avec Lautréamont, alors qu'a priori, tu étais simplement là, en train de boire un café à une terrasse de bistrot et les temps s'en mêlent. Alors, les figures littéraires, évidemment, vont être omniprésentes. Est-ce que c'est un livre où tu lis les figures? Non, la seule figure littéraire qui compte, c'est celle de notre cher Pacôme. Mais il y a quelque chose de plus charnière, de bascule, avec le statut de Nerval dans ce livre. Alors, c'est vrai que Nerval œuvre tellement les 3 tomes Pléiades et puis évidemment il y a des blocs comme les Illuminés, il y a des blocs minimum comme Aurélia, le rapport au rêve, à la folie, ce qu'on peut toujours relire de Sylvie et des Filles du Feu, et puis il y a cette énorme compression là, de quelques poèmes de la fin, et puis il y a la vie de Nerval. Alors à la fois parfois, on va suivre les pas de Nerval, un des
passage fascinant du livre, et c'est ça, Paco Mtielman. C'est-à-dire, vous me demandez, moi, le Paris de Nerval, je peux dire des endroits. La maison du docteur Blanche, c'est un livre formidable et que j'ai lu, avec une enquête là où on suit toutes ces étapes de la folie, et que c'est une histoire aussi de la folie et de ses traitements. C'est comment la description de la fin horrible de Maupassant peut correspondre à ce qu'a enduré là dans la maison du docteur Blanche Nerval quelques années plus tôt. Mais Paco Mtielman, il veut faire ça, seuil par seuil, porte après porte. Ce dans quoi il nous embarque, la première crise de folie de Gérard de Nerval, 1841. Eh bien, si vous redescendez, ça, moi j'ai eu une chambre, j'y ai habité, peut-être même en même temps, parce que je suis plus vieux que lui. Lui, il habitait rue de Maubeuge, c'était la rue d'à côté. Moi, c'était au 42 rue de Rochechouart. Avant, c'était de l'autre côté du métro Cadet. Toutes ces années ces 3 ans où j'ai travaillé en usine, j'allais là de rue Trévise, je prenais le métro rue Cadet. Ce métro Cadet avec cette rue dans la tradition de ces rues qui sont des rues marchées, des rues avec les éventaires en pleine rue, mais c'est aussi là où il y a la loge des francs-maçons. Ça, peu importe, moi je passais devant, mais lui, quand il redescend la rue Rochechouart jusqu'au métro Cadet, ce qu'il nous fait, c'est les étapes documentées de la crise de Nerval, le premier endroit où il a jeté tous ses vêtements et que il a été, la police s'est saisie de lui, l'a enfermé et puis l'a transféré dans cette maison du docteur Blanche qui, à l'époque, était là, dans le faubourg Montmartre. Et comme par hasard, c'est aussi Lautréamont, le marcheur de ce quartier. Et quand il monte vers Montmartre, c'est aussi Nerval qu'il va suivre à chaque étape. Alors Nerval, pourquoi ce rôle de bascule ? Bien, parce que lui aussi étape médiation avec les questions des mystiques, des fantômes. Lire les livres de Daniel Sansu, le livre de Daniel Sansu chez Corti sur ces représentations du spectre. Le fantôme, c'est pas le spectre, et lui nous parle des spectres. Là, au 19e siècle, donc Nerval absorbe ça. Et quand il nous rend les illuminés, c'est peut-être la peur devant sa propre dérive, entre les deux crises de folie, 1841-1851. Et là, tout d'un coup, Paco Mtielman nous remet le temps à l'intérieur de cette histoire. Mais si Nerval, dans ses illuminés, va glisser vers les alchimistes, la pierre philosophale, Nicolas Flamel, en se servant des mêmes lieux, des mêmes rues, des mêmes grimoires, des mêmes livres, des lieux où on trouve ces livres, des lieux où on lit ces livres, Paco Mtielman refait le même voyage. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'embarque dans le pays de Nicolas Flamel et on trouve le Paris qui correspond à ça. Alors, quelquefois, cette espèce de surface mystique, alors comment il en joue ? Parce que on se doute bien que derrière la machine de ce livre, il y a la conscience parfaite qu'on est en train de travailler un monument là qui... C'est quoi un livre ? C'est le fait que tu as envie de lire une page après l'autre. Lui, à chaque fois qu'il va chercher un lieu comme ça, une trace, zut, là, la maison est en travaux. Et il suffit d'un petit détail comme ça pour que tout devienne une sorte de menace ou de défense, ou que le pari des profondeurs, juste derrière, se recule devant celui qui essaye, à force d'arpentage, de circulation, de descendre dans les caves, de monter dans les étages, de rendre des statues, la suite, la question des statues sans tête. Moi, j'en ai vu des statues sans tête dans Paris. Est-ce que j'ai été plus loin ? Non. Alors, les figures littéraires, elles sont là. Il y a Victor Hugo, Notre-Dame sans Paris, s'appelle le chapitre. Il y a Baudelaire. Et la façon dont il prend Baudelaire, Baudelaire a eu 32 chambres dans Paris.
Bon, non seulement j'ai fait aussi le pèlerinage, je continue, mais en avril 2021, pour ce bicentenaire de la naissance de Baudelaire, j'avais envoyé des étudiants de l'école Camondo, là, tout près de là où il y a la fresque que décrit Paco Thielman, chacun aussi dans des expériences avec les lieux baudelairiens. Ben, lui va beaucoup plus loin, il commence par une espèce de sosie de Baudelaire qui traînait là plutôt vers la rue Mouffetard, enfin un gars qui cultivait sa ressemblance avec Baudelaire, sa posture de poète, sa redingote, et ça prend, si c'était ça, ce serait simplement anecdotique. Ouais, mais quand il rentre, lui, là, non pas par exemple les lieux de Baudelaire, mais les lieux de Jeanne Duval. Ou bien l'hôtel Pimaudan. Alors moi aussi dans l'île Saint-Louis, je suis entré et je me souviens du jour, je me souviens de comment j'ai pu avoir accès par mon ami de Berkeley, grand dylanien, qui avait une bourse d'études pour sa fondation américaine, travaillant sur Montaigne, monter là à cet étage, et puis tout est refait, c'est juste le luxe, enfin, c'est pas luxueux, mais tout est fonctionnel, tout est moderne, et c'est simplement une des plus belles vues de Paris, et tout ce qui te reste, c'est la fenêtre, et savoir que si tu mets ta main sur la fenêtre, ben, c'était la fenêtre de Baudelaire, eh ben, lui, pas comme Thielman, non, il descend à l'entresol, la chambre que Baudelaire a occupée là, un tout petit peu, quelques mois plus tôt, celle qui avait toute tendue de velours noir et rouge. Et puis quand il l'a laissée, la chambre, eh ben, c'est celle qui a repris l'appartement. Drôle de personnage. Ça y est, vous voyez comment vous pouvez accrocher au bouquin. Et oui, mais que Baudelaire était revenu vivre avec elle quelques mois plus tard, et qu'il était revenu là quelques jours, là, en tout cas une petite période brève. Bon, je le résume mal, et puis c'est pas la question, c'est pas de raconter ce qu'il y a dedans, mais c'est que tout d'un coup tu te dis, ouais, mais toi, le jour où tu étais dans le 3e étage, là, avec ta main sur la fenêtre, et que tu étais si heureux là d'être dans le lieu même où était Baudelaire, et la fenêtre par laquelle Baudelaire voyait Paris, est-ce que t'es allé à l'entresol? Bah ouais, tu te souviens qu'avec ton copain, t'avais pris un café en gobelet. Mais ça, t'avais pas fait la démarche d'aller au bout. Donc ça, reconnaissance. Ça y est, je vous ai donné un peu ce qui fait que quand j'ai mis le nez là-dedans, bon, je suis rentré complètement. Là, je suis dans la 2e lecture en détail, parce que tu prends une telle dose là de rue, de parcours, de trucs, que tu te dis, mais attends, c'est ça qu'il faut que j'aille y voir. Le cimetière Montmartre, tout d'un coup, quand tu le revisites, et puis que tu trouves Truffaut et Rivette, là où lui t'emmenait pour, justement, Jenny Colomb, la grande amoureuse. Enfin, Nerval en était amoureux, mais c'était pas réciproque. Tout d'un coup, t'es là, le cul par terre dans le cimetière de Montmartre. Je vais lire quelques pages. Non pas le début, non pas le Nadir de Nerval, quelques pages avec Balzac. Alors, pas comme Thielman, si tu passes par là, juste te dire mon plein respect. Bien sûr, si tu revenais sur Facebook, ce serait un beau cadeau, mais c'est pas grave. Peut-être la dernière chose, avant de lire quelques pages là, le début de son chapitre Balzac, c'est un livre sur Paris, parce que Paris des profondeurs, non, pas un livre sur Paris. C'est un livre sur les auteurs dans Paris. Non, c'est pas ça. Le mot profondeur, il est là? Ouais, il est là. C'est un livre sur l'épaisseur intérieure, où t'as le rêve, où t'as la folie. Ben, tenez, vous saviez, vous, que Antonin Artaud avait prononcé à Bruxelles une conférence qui s'intitulait « La décomposition de Paris », et que cette conférence, on n'a aucune note, aucun manuscrit, à peine quelques tout petits comptes rendus de gens qui y ont assisté. Voilà, par exemple, un endroit où un lieu qui devient une espèce de creux, de sous-caverne à l'intérieur du livre, Paris des profondeurs, mais où cette conférence d'Artaud, la décomposition de Paris, prononcée à Bruxelles,
vers 1937, pire moment, là, avant Villévrard, ça devient une espèce de cave de résonateur à l'intérieur, de résonateur creux, vide, là, mais qui va tout le temps vous... Et ça traverse tout le livre. L'absence et pas du tout ces masses de présence. Allez, un petit peu de Balzac pour finir. Le chapitre s'intitule « Démontons les Champs-Élysées ». Ah, monter les Champs-Élysées, ça peut-être qu'on sait, mais les démonter. La première chose que je vois en sortant du métro à la station Georges V, c'est la rue Balzac, avec le cinéma du même nom, et sur l'avenue elle-même, ces cafés ou ces boutiques qui meurent plus vite, tant mieux que le cœur d'un touriste. C'est particulièrement impressionnant ce deuxième été depuis l'arrivée du Covid. Étrange été où les touristes sont pour la deuxième année consécutive aux abonnés absents et où les boutiques qui les attendaient remplies d'objets de luxe inutiles tombent comme des mouches et s'écrasent dans le néant. Je remonte jusqu'au numéro 75, je me poste face au Deauville, ce café où dans une séance inoubliable de Out Eye de Jacques Rivette, Marie, Hermine Karagoyce observe Colin, Jean-Pierre Léo, qui énerve les clients avec son harmonica et ses cartes de sourds-muets. Elle le regarde longuement avant de lui confier en coup de vent une enveloppe mystérieuse contenant un document l'informant de l'existence d'un complot dans le Paris des années 1970. Ce document, c'est un extrait de la préface de Histoire des 13 de Balzac, réunis le soir comme des conspirateurs, ne se cachant aucune pensée, usant tour à tour d'une fortune semblable à celle du vieux de la montagne, ayant les pieds dans tous les salons, les mains dans tous les coffres forts, les coudes dans les rues, leur tête sur tous les oreillers, sans scrupule. Ça, c'est la phrase de Balzac. Paris est partout chez Rivette, mais il ne l'est nulle part autant que dans Out Eye, le film ultime du labyrinthe parisien. L'un des deux personnages principaux, la petite voleuse Frédéric, jouée par Juliette Berthaud. Vous voyez les labyrinthes qui se recréent chaque fois que vous touchez un point de phrase, vroom, les labyrinthes réaffleurent et vous réemmènent. Par contre, on va avoir cette pulsation de suivre le fil continu et ce fil sur cette génération permanente de labyrinthes, c'est ça qui va nous faire résonner. Balzac, bien plus fort que toutes ces pistes là qui partent dans tous les sens. Frédéric, joué par Juliette Berthaud, erre autour de la place de la Bastille, se rend sempiternellement au Dupont, un bar qui était situé à l'emplacement actuel de l'Hippopotamus. Pendant ce temps, l'autre, le mendiant Colin, rencontre Pauline Bulle-Augier dans une boutique 2 place Sainte-Opportune, l'angle du hasard. Le jeu sur la toponymie, remplacé depuis par une boutique de fringues. Lorsque l'ex-faux sourd-muet lui demande si elle est l'une des 13, Pauline lui répond en citant Nerval. La 13e revient, c'est encore la première. Et tu paumes. Nerval, l'ésotérisme, et on continue. Enfin, le professeur balzacien, joué par Éric Rohmer, évoque à Colin les pages sur la rue Coquillière dans Ferragus, après lui avoir dit « Une association comme celle des 13, ça me paraît assez étrange pour que cela puisse exister. Vous avez peut-être eu vent de quelque chose de ce genre ?» Oui, nous avons eu vent. Oui, nous avons eu vent de quelque chose de ce genre, comme Lautréamont et les personnages récurrents. Mais les personnages récurrents, c'est ceux de la comédie humaine. Mais les personnages récurrents de Pacôme, c'est Lautréamont, c'est Nerval et quelques autres dans le genre. Balzac a voyagé dans le temps. La rue décrite dans Ferragus est celle des cahiers du cinéma. Bing. 639 rue Coquillière à partir de 1970. Et la nouvelle vague est bien cette association comme celle des 13 ayant réussi à l'époque où a été tourné Out High. Éric Rohmer ne peut pas l'ignorer. Il l'ignore si peu d'ailleurs qu'il l'avouera dans sa préface de 1992 à La Rabouilleuse. Ça, c'est à Issoudun, La Rabouilleuse. Je ne sais pas s'il y allait, pas comme tellement. La génération à laquelle j'appartiens a été profondément marquée par Balzac, que moi-même et mes amis, qui nous prenions un peu pour les 13, connaissions presque tout entier par cœur.
Le vent souffle où il veut, plus que le groupe velléitaire et malheureux de Out Eye, la nouvelle vague a été ce complot de jeunes gens ambitieux ayant réussi à prendre le cinéma, ayant les pieds dans tous les salons, les mains dans les coffres-forts, les coudes dans la rue, leur tête sur tous les oreillers. Retour à Balzac, comme Balzac lui-même avait rêvé de prendre le monde littéraire par l'intermédiaire d'une société secrète, Cheval Rouge. Théophile Gautier, qui devait en être, se souvient, on devait s'emparer des journaux, envahir les théâtres, s'asseoir dans les fauteuils de l'académie, se former des brochettes de décoration et finir modestement pair de France, ministre et millionnaire. Mais après 4 ou 5 réunions, Balzac a lâché l'affaire et s'est remis à la comédie humaine. Chacun se replongea donc seul dans la mêlée de la vie combattante avec ses propres armes, conclut Théo, pour Théophile Gautier. À nous deux, Balzac. Je retourne dans le métro. Tiens, tu vas trouver Balzac? Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu prends le métro. Je prends la ligne 6, arrêt Passy. Oh là là, que je le connais, celui-là. De Montparnasse, c'est direct. Tu descends, et pour aller à la maison de la radio, tu prends plutôt juste, hop là, par la sortie vers le haut, à Passy, et tu prends justement la rue Renoir, où il y a la maison de Balzac. Quand j'ai fait un stage avec des étudiants des Beaux-Arts de Cergy, on s'était installé dans la bibliothèque de la maison Balzac. Une fois, j'ai lu La Grande Bretèche. Ça existe même en vidéo, en direct, là, dans la maison de Balzac, dans la bibliothèque. Et là, tout d'un coup aussi, je reconnais mon propre territoire quand je lis Paco Mtielman, mais tout d'un coup, lui, il le renverse, comme s'il allait fouiller dans les placards, là où moi je m'en suis trop tenu à ma seule émotion, ou plutôt simplement qu'on a des chemins différents. Existe-t-il quelque part sur Terre un lieu plus intensément chargé de la puissance mentale d'un seul homme, luttant par l'esprit contre les forces de toute une ville que la maison de Balzac, au 47 rue Renoir? On dirait le corps retranché d'un conquérant de l'invisible, un Rastignac métaphysique et spirituel. La maison se situe au niveau d'une perspective folle, vertigineuse, tranchante. C'est comme s'il distordait le brave monde que nous on arpente. Rien que sa disposition dans l'espace est une provocation. Soudain ça monte, ça se déglingue en deux, tout s'ouvre à la fois, en hauteur et en profondeur. La maison commence tout en haut, descend tout en bas, avec une venelle sur l'actuelle rue Berton, où Balzac pouvait prendre la poudre d'escampette lors de l'arrivée des huissiers. La grande balsacienne Véronique Buis, l'ancienne directrice de la maison Balzac, m'avait bien dit de regarder la table de travail de Balzac. Elle est si petite, elle est toute petite. Et ce qu'il fait, il nous met la photo de la petite table de Balzac. En effet, elle est toute petite, ce qui est hallucinant quand on pense à la masse d'informations économiques, historiques, sociologiques, psychologiques, anthropologiques que représente le moindre épisode de la comédie humaine. Mais la comédie humaine n'est pas le résultat d'une synthèse de documentation. Balzac ne devait pas passer ses journées dans les livres de contes ou à étudier Descartes. De toute façon, vu sa vitesse d'exécution, plus de 86 volumes en moins de 20 ans, il n'en avait tout simplement pas le temps. Il devait bien plutôt être dans un état proche de la voyance quand il traversait les appartements, les bureaux, les manufactures, les rues de sa comédie. D'où sans doute cette impression qu'on a souvent lorsqu'on commence ses romans de flotter avec lui dans les décors lors de ses longues descriptions de lieux. Alors ça, vous savez, il y a aussi André Breton qui est très présent dans ce livre. On suit aussi Nadja dans La Folie. Et tout est tellement dense là, que ça fourmille. Mais l'amour de Paco Mtielman pour Breton, je ne le remets pas en cause. Il y a un passage formidable sur leurs hypnoses collectives avec Desnos et tout ça, et comme une fois, sous hypnose, il s'amuse à commencer à jouer un suicide collectif. On ne sait pas si on est en fiction ou pas. Le problème, c'est que tu n'as jamais l'impression d'être dans la fiction avec Paco Mtielman. Et tout d'un coup, cette scène d'hypnose avec suicide collectif, et bon, il y en a un qui se réveille, et puis finalement, ils interrompent. Attends, mais où est-ce qu'il nous a emmenés, là? On est où, là? Et tout d'un coup, là...
cette histoire-là, vous savez, c'est Breton qui dit sur la description de lieux de la comédie humaine, il nous envoie ces cartes postales. Julien Gracq a répondu là-dessus avec le début de Béatrix. Moi, c'est le contraire. C'est ces moments-là où le petite silhouette anthropomorphe se déplace là dans la maison d'Honorine ou l'hôtel de celui-là qui paye à Honorine, enfin qui paye à Honorine cette maison sans qu'elle le sache. C'est les moments les plus fascinants, les plus novateurs de Balzac. Est-ce que c'est de longues descriptions? Non, moi ça me suffirait. Passons l'adjectif. L'œuvre de Balzac est une confrontation à Paris comme monde imaginal, en italique, recoupant le monde réel par correspondance. Évidemment, Swedenborg n'est pas loin. C'est sûr, tu vois. Recherche de l'absolu, par exemple. À l'instar du visionnaire suédois, Balzac s'envole. Mais ce n'est pas pour aller visiter le ciel et l'enfer, c'est pour visiter Paris. Et au fond, ce n'est pas très différent. Il l'écrit dans La fille aux yeux d'or. Ce n'est pas seulement par plaisanterie que Paris a été nommé un enfer. Tenez ce mot pour vrai. Depuis la mansarde du 9 rue de l'Esdiguière, près de Bastille, où Honoré a mangé la vache enragée de sa jeunesse. C'est là où il a écrit son Cromwell. Avec peu d'argent que lui donnait son père, il avait acheté son chauffage d'avance, son charbon. Et puis ça a foiré. Jusqu'à l'hôtel particulier des Champs-Élysées où il mourra en 1850, avec au centre la maison de la rue Renoir, Balzac sortait de son corps et pouvait voir en vol plané la caractéristique de chaque quartier. Toutes les nuits, Balzac partait donc de cette toute petite table. Il traversait les murs et les cœurs, voyait se dérouler inexorablement toutes les vies et revivait inévitablement toutes les morts. Il n'avait pas besoin de cheval rouge. Il était le cheval rouge. Alors on en pense qu'on en veut. La fille aux yeux d'or, c'est tellement fabuleux ce truc. Avec, on lui met le bandeau sur les yeux de façon à ce que quel que soit l'itinéraire, il puisse pas même le reconstituer là où on l'emmène, et que la ville s'est fait de lieux qu'on ne puisse pas retrouver précisément, même si vous vous emmenez tout auprès. Walter Benjamin a écrit aussi beaucoup sur la fille aux yeux d'or, sur le rapport à ce qu'on imagine pour écrire, ou est-ce que c'est l'écriture elle-même qui fabrique sa scansion. Est-ce que Balzac écrivait de façon discontinue? C'était 3 semaines tous les 2 mois, puis environ 160 pages, mais ces 160 pages se combinaient pour fabriquer petit à petit ces grands livres qui, tout à la fin, sont recombinés dans la comédie humaine. Mais on s'en fiche, c'est pas ça la question. Tout d'un coup, Balzac flottant. Tu prends l'idée d'un Balzac qui flotte, et tout d'un coup, s'il vole, qu'est-ce qu'il voit? Comment il vole, Balzac? Ce Balzac flottant, est-ce qu'il est dans son intérieur de tête? Est-ce qu'il est dans la projection des livres? Allez voir la suite du chapitre. Paris des profondeurs. Graphiquement, là, c'est au seuil, la couve est bizarre, j'aime pas ce bleu. Je vois pas pourquoi cette photo. Non, évidemment, t'as le pont, le Louvre et tout ça. Non, c'est le Châtelet, je sais pas quoi. La phrase de Victor Hugo. Bon, laissons passer. Faites abstraction de ça. Et s'il y a au moins un de ces noms qui pour vous compte dans le cinéma, dans les auteurs, tous les noms que j'ai donnés, ou Antonin Artaud, franchement, vous pouvez y aller de confiance. C'est notre Paco Mtielman. C'est le Paco Mtielman de toujours. C'est le Paco Mtielman de Facebook qui a écrit ce livre. Il y a peu de musique par contre.